Donc sur la sociologie de l'entreprise, nous sommes arrêtés au dernier cours au document 4, les conséquences des activités réglementées sur le marché du travail. On vous demande, donc vous avez normalement lu le document 4, voilà, sinon vous arrêtez la vidéo, vous le lisez. Qu'est-ce qu'une profession réglementée? Et donc là, on vous donne une définition au début, on vous dit un agrément ou une habilitation. En fait, ça veut dire que c'est un organisme qui fixe les critères d'adhésion, évalue les qualifications et les diplômes et accorde le certificat, le titre ou le permis d'exercice à ses membres. Pour faire s'installer en tant qu'auto-école, par exemple, il faut un certificat, une autorisation de la préfecture, par exemple. Et donc cette autorisation, eh bien, elle est donnée pour éviter la concentration de pharmacies, d'auto-écoles dans des villes. Voilà. Et donc il y a une sorte de quotas en fait qui sont donnés. Il y a aussi des règles comme des règles de nationalité qui peuvent être faites. Ou la nationalité du diplôme aussi. Est-ce que le diplôme par exemple, de médecin est reconnu ou pas en France? Voilà, dans l'Union européenne, par exemple, les diplômes de médecin sont reconnus pour exercer en France, mais ce n'est pas le cas de tous les pays dans le monde. Ça, c'est la question 11. Sur la question 12, quel secteur d'activité relève d'une profession réglementée? Vous avez plusieurs exemples dans le texte. Donc là, vous avez de l'avocat au médecin, en passant par le coiffeur ou le charcutier. Il existe à peu près une centaine de métiers dont l'exercice est soumis à l'obtention de diplômes spécifiques, avec des ordres ou des agréments, donc des autorisations. Il y a deux grands types de professions réglementées. Tout d'abord, les professions libérales. Professions libérales considérées comme mission de service public, comme les notaires. Les notaires, c'est plusieurs siècles que les notaires existent, afin de certifier en fait les actes de vente, de mariage, etc. Donc notaire, avocat, huissier, architecte, médecin, pharmacien, ambulancier. Sont des professions libérales. Donc première grande catégorie. Deuxième grande catégorie, les professions commerciales et artisanales. Elles regroupent des métiers comme réparateur de voitures, vendeur, construction, gros œuvres industrielles ou le soin. Donc les coiffeurs, opticiens, masseurs, c'est dans cette catégorie de professions commerciales ou artisanales. Voilà, ça c'est pour la question 12. Oui, c'est ça, question 12. La question 13, comment la réglementation influence-t-elle l'offre et la demande de travail dans le secteur médical? Donc en fait, là, l'offre est directement régie par les services de l'État, puisque c'est des quotas en fait, d'accès à ces professions, comme je disais tout à l'heure, qui vont régir l'offre. C'est-à-dire combien on va installer de pharmaciens, de réparateurs auto, etc. Voilà, sur les médecins, par exemple, jusqu'au début des années 70, il y a des quotas qui ont été fixés avec le numerus clausus pour permettre, en fait, c'était du lobbying de la part des médecins pour empêcher qu'il y ait trop de médecins, entre guillemets, en France, parce que trop de médecins n'arrangent pas évidemment les médecins libéraux, puisque ils gagnent à peu près 10 000 € par mois. Si leur nombre de patients est divisé par 2, ils vont gagner que 5 000. Et donc c'est un lobbying très très fort des médecins en France qui oblige pendant très longtemps à avoir ce numerus clausus. Jusqu'à l'année dernière, il y avait ce numerus clausus, et ce qui a abouti à une pénurie des médecins à la campagne, parce que les médecins, pour s'assurer un nombre de patients maximum, bloquaient avec ce numerus clausus, bloquer l'accès à la profession. Voilà, l'État, l'année dernière, l'a enlevé, mais les capacités de formation dans les universités restent basses. Donc en fait, même si on a enlevé le numerus clausus, ça ne change pas grand-chose dans les faits. La demande, par contre, la demande de travail dans le secteur médical, elle est liée à l'évolution des besoins. Par exemple, le fait qu'il y ait un vieillissement de la population, on a plus besoin de soignants. Si par exemple il y a un virus comme en 2020, eh bien évidemment le besoin va s'accroître. Et c'est pour ça qu'on a eu des tensions à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on n'avait pas anticipé ce virus, et en même temps on avait mis tous les personnels à flux tendu
Donc, dès qu'il y a un pic de demande de soins, eh bien, on est en difficulté, les hôpitaux sont en difficulté parce que ça ne se recrute pas comme ça, un médecin, une infirmière, un, un aide-soignant. Voilà, ça c'est pour la question 13. Très bien, donc on a fini sur le grand 2. Maintenant, passons au grand 3 sur les déséquilibres du marché du travail. Là, vous avez deux définitions finalement du chômage. Hein, je vous laisse couper la vidéo pour prendre le temps de lire le document 5. Et donc, on vous demande pourquoi le chômage correspond à des déséquilibre sur le marché du travail. Donc, si vous vous souvenez du dernier cours, on avait fait la courbe d'offres et de demande, et on avait vu que le chômage, en fait, c'était une offre supérieure à la demande. Donc cet excédent provoque du chômage, puisque tout le monde ne va pas pouvoir obtenir un emploi. Voilà. Alors qu'à l'inverse, selon la théorie de Walras, ça c'était au premier semestre sur l'atelier d'économie, le marché en concurrence parfaite égalise l'offre et la demande. Voilà. En théorie. Et donc ce marché de concurrence parfaite s'autorégule, c'est la théorie vertueuse, où s'il n'y a aucune rigidité, en fait, eh bien le chômage disparaît, hein, comme sur les marchés de biens et services ou les marchés financiers. Donc voilà, contrairement à la théorie, le marché du travail, ça ne fonctionne pas, et donc il y a structurellement un chômage, structurellement un déséquilibre. La question 15, distinguer la définition du chômage selon le BIT et Pôle emploi. Sur la définition du chômage par le BIT, Bureau international du travail, on a 3 critères. Tout d'abord, est au chômage quelqu'un qui est âgé d'au moins 15 ans. Donc, est au chômage quelqu'un d'âgé d'au moins 15 ans. S'il n'a pas travaillé au cours de cette période, donc ce deuxième critère est très restrictif, hein, parce que ne pas avoir travaillé au cours de cette période, ça veut dire que si vous avez travaillé 1 heure, par exemple, de babysitting que vous avez déclaré, eh bien, vous n'êtes pas considéré comme chômeur. Donc voilà, c'est une condition très stricte du BIT. Le troisième critère, c'est chercher activement un emploi dans le mois précédent cette période. Voilà, donc là, c'est sujet à variation aussi. Qu'est-ce que chercher activement un emploi ? Est-ce que envoyer 10 CV par mois, c'est actif ou pas ? Donc ça peut faire l'objet de contestation, et donc les critères d'activité peuvent bouger selon les gouvernements aussi. Voilà, sur Pôle emploi, eux, ils vont considérer chômeurs les personnes qui sont inscrites sur leur registre, sur leur service. Donc par exemple pour le BIT, vous pouvez être chômeur même si vous ne faites aucune démarche. Alors que pour Pôle emploi, eh bien, il va falloir faire la démarche d'aller à l'institut Pôle emploi, et là, dans cette institution, soit vous allez avoir une indemnité ou pas, mais voilà, il faut une démarche active. Dans Pôle emploi, il y a aussi plusieurs catégories, grosso modo 5 catégories, et les catégories sont plus ou moins restrictives. Catégorie A, c'est très restrictif, n'a pas travaillé ou peu travaillé le dernier mois. La catégorie B, c'est à travailler un peu plus, etc. Bon voilà, ce qu'il faut retenir, c'est le BIT, c'est les 3 critères, et Pôle emploi, c'est seulement ceux qui sont inscrits sur leur registre. Le document 6, les caractéristiques du chômage en France. Donc là, vous avez un tableau, 2 tableaux et un graphique. On voit qui sont les chômeurs grâce à ces tableaux. D'abord que les personnes les plus exposées au chômage sont plutôt les jeunes, hein, avec par exemple 19% en 2021 de la population active, tandis que les plus âgés sont moins exposés au chômage. Aussi, les femmes sont aussi moins touchées par le chômage que les hommes. Hein, donc en fait, les plus âgés et les femmes. Bon, il faut faire attention sur les femmes, parce que là, on va regarder effectivement ce qui est écrit dans le tableau, mais il peut avoir des femmes considérées comme
non au chômage parce que inactives. Mais en fait, souvent, c'est des chômeuses cachées, c'est-à-dire cachées, découragées. Par exemple, femme au foyer, eh bien, elle n'est pas considérée comme au chômage. Donc, en fait, quand il y a un fort taux de chômage, comme c'est le cas depuis 40 ans, des femmes peuvent se décourager et ne plus s'inscrire à Pôle emploi ou bien ne plus chercher de boulot parce qu'elles considèrent qu'elles n'y arriveront pas. Donc, par exemple, dans le couple, il y a une répartition traditionnelle hein, où l'homme va travailler et puis la femme va s'occuper des enfants. Donc, pendant 3 ans, par exemple, elle ne va pas chercher du boulot. Donc, mais c'est lié aussi à la situation économique. Hein. Donc, statistiquement, les femmes sont moins touchées. Dans la réalité, c'est un peu plus complexe que ça, puisque si on compte les inactives, découragées, on peut considérer que les femmes sont en fait plus touchées que les hommes. Voilà. D'ailleurs, ça se voit dans les chiffres de la pauvreté. C'est-à-dire quand vous regardez le niveau de pauvreté des femmes et des hommes, les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Comment l'âge des personnes influence-t-il sur le taux de chômage ? Donc l'âge est une variable importante pour mesurer le phénomène, pour analyser le phénomène du chômage. C'est un marqueur fort d'inégalité. Là, on voit que les jeunes, 15-24 ans, sont 3 fois plus de probabilité de se retrouver au chômage. Hein, puisqu'on a, dans les chiffres, 19% de jeunes contre 5-6% de plus âgés. Hein, et si on regarde 2021 T4, eh bien on est à 16 contre 6. Voilà, sur la question 18. Quelles sont les caractéristiques des personnes les plus exposées au chômage de longue durée ? Là, vous avez les personnes encore... le chômage de longue durée concerne davantage les hommes que les femmes, au niveau du sexe. Et puis, au niveau de l'âge, eh bien, on observe que c'est les plus de 50 ans qui sont un peu plus en chômage de longue durée. Voilà, les jeunes, souvent, vont être plus mobiles, ne pas hésiter à avoir une mobilité géographique, alors que les plus âgés, évidemment, sont installés, ont déjà des familles, des enfants, donc ils ne vont pas faire ce choix. Et puis, la question de la polyvalence, de reprendre une formation, c'est beaucoup plus simple pour un jeune que pour une personne âgée. Donc, les chômeurs de longue durée sont les plus âgés aussi parce qu'ils ont des antécédents. Hein. Quand vous avez 20 ans, vous ne pouvez pas être considéré comme chômeur longue durée. Donc, c'est rare. Voilà pour la question 18. Document 6 sur les comparaisons internationales. Taux d'activité, taux d'emploi. On regarde les tableaux avec l'Allemagne. Expliquer la différence entre taux d'activité et taux d'emploi. Ça, vous allez le voir sur votre polycopier. Vous avez en dessous du troisième graphique. Taux d'activité, donc c'est les actifs sur la population en âge de travailler. Donc on mesure le nombre de personnes qui est au travail ou au chômage. Vous n'oubliez pas, l'actif, c'est un travailleur ou un chômeur qui en passe de travailler. Donc le taux d'activité, vous avez la formule. Le taux d'emploi qui est juste en dessous, c'est le rapport entre la population active occupée, donc là que les travailleurs, sur la population en âge de travailler. Voilà pour la différence entre les deux. Hein. C'est-à-dire, dans le taux d'activité, il y a les chômeurs. Dans le taux d'emploi, les chômeurs sont levés. Pour faire simple. Préciser si ces indicateurs servent à comparer l'offre ou la demande de travail. Eh bien là, c'est évidemment l'offre de travail qu'on compare. Hein. On ne regarde pas du côté des employeurs. Est-ce que quels emplois ils ont à disposition ? Non. On regarde du côté des travailleurs, hein, de ceux qui travaillent ou aimeraient travailler. C'est pour ça qu'on a le graphique du taux de chômage, du taux d'activité. On est du côté de la force de travail. Pourquoi ces indicateurs peuvent-ils faire apparaître un déséquilibre sur le marché du travail ? Tout simplement, là, quand on voit le taux de chômage juste au-dessus, que ce soit en France ou en Allemagne, à 8, 10%, 4% pour l'Allemagne en 2017-2018, ça montre un déséquilibre du marché du travail, puisque le chômage, on l'a dit, c'est un excédent d'offres par rapport à la demande. Donc même en Allemagne, où le taux de chômage a été en recul important ces dernières années, il y a toujours 4% de différence entre l'offre et la demande de travail.
Voilà, question 22. Comparer la situation actuelle de la France et de l'Allemagne à l'aide de ces deux indicateurs. Donc, on voit sur la France et l'Allemagne, peut-être si on commence par le taux de chômage, eh bien que la France est plutôt pas mal au niveau du taux de chômage entre 2000 et 2006, hein, avant crise, 2007 même, hein, 2006, 2007, 2008, oui, où le taux de chômage recule en France, alors que le taux de chômage allemand, lui, va faire un pic à 11% en 2005. Puis, après la crise, l'effet va être complètement différent. C'est aussi l'effet des lois Hartz en Allemagne sur la réforme du marché du travail, avec un durcissement des conditions de chômage et une pression plus forte de Pôle emploi en Allemagne, qui oblige les travailleurs à prendre du boulot même s'ils sont mal payés. Donc les effets de la crise vont faire que le taux de chômage en Allemagne va reculer fortement, jusqu'à 4%, mais le taux de pauvreté explose. Là, on ne voit pas le taux de pauvreté, mais il y a moins de chômeurs, mais plus de pauvres. Donc vous voyez, c'est pas que l'Allemagne est si vertueux que ça, c'est plus complexe. La France, à l'inverse, fait le choix plutôt d'avoir un fort taux de chômage et un taux de pauvreté plus faible. Donc après 2008, on a une augmentation du taux de chômage en France, hein, qui monte à 10% en 2018. Et là, ça baisse un petit peu depuis 2018. Hein, on est à peu près à 8% de taux de chômage. Mais ce qu'il faut regarder encore, c'est aussi les inactifs, hein, parce que les chômeurs peuvent être découragés par ces 30 ans de chômage de masse. Peut-être le meilleur indicateur qu'on n'a pas là, mais c'est le taux de pauvreté. Là, on voit vraiment si la population est mieux, dans une meilleure situation ou pas. Voilà pour l'évolution du taux de chômage, très différente, très différenciée entre la France et l'Allemagne. Ensuite, sur les taux d'activité, on voit un petit peu plus d'actifs en Allemagne, hein, ce qui est logique par rapport au taux de chômage, qu'en France en 2017. Hein, 82,4% pour les femmes, pour les hommes, et 74% pour les femmes. Tandis que pour la France, c'est un petit peu moins à chaque fois, et on voit toujours une différence homme-femme. Les taux d'emploi dans l'OCDE, on voit que la France est en dessous de la moyenne de la zone euro, et l'Allemagne, par contre, est un des pays les plus moteurs. Aussi, l'Allemagne tire bien son épingle du jeu au niveau de ses produits, de sa spécialisation, car elle fabrique beaucoup de machines-outils ou de produits où il y a peu de concurrence internationale. Contrairement à nous, on s'est spécialisé dans des produits à haute valeur ajoutée, mais avec de la concurrence. Donc on pâtit plutôt d'une concurrence forte, par exemple dans l'automobile avec des moyens de gamme, des voitures de moyenne gamme, de la Roumanie, de la Bulgarie, par exemple. Mais après, c'est des choix aussi que font Cléon, Renault à Cléon, de délocaliser une partie de la production en Roumanie. Donc ça aussi, ça va jouer pour augmenter le taux de chômage en France. Donc la spécialisation des pays peut jouer sur le taux de chômage. Là, on ne le voit pas, on est plutôt dans le constat, mais j'apporte quelques explications pour que vous compreniez les causes. Ça, c'était la question 22, je crois. La question 23, en fait, j'ai déjà répondu. Donc, excusez-moi, j'ai fait dans le désordre. C'était l'évolution de taux de chômage entre la France et l'Allemagne. Donc, j'ai commencé par ça, en fait. Avec les deux périodes, avant crise, après crise. Donc, sur la 23, reprenez ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur la 24, on vous demande les facteurs qui influencent le niveau de l'offre et le niveau de la demande. Non, le niveau de l'offre, c'est tout. Le niveau de l'offre de travail. Alors, qu'est-ce qui influence le niveau de l'offre de travail? Là, c'est pas indiqué dans les graphiques, mais réfléchissez. L'offre de travail, c'est quoi? L'offre de travail, on a déjà dit, c'est l'offre de force de travail. Donc, c'est les travailleurs. Qu'est-ce qui fait évoluer, qui fait monter ou descendre le nombre de travailleurs? Eh bien, principal critère, c'est les facteurs démographiques, qu'on oublie souvent. Donc, combien j'ai de population en âge de travailler? Ça va dépendre du taux de natalité à N-20. Si on a un fort taux de natalité en 2000, eh bien, on va avoir plus de travailleurs en 2020.
Là, on est sur une génération, par exemple, qui rentre sur le marché du travail, c'est ça, de gens qui sont nés en 2000, 2003, 2004, voilà, hein, donc début du 21e siècle. Et aussi les facteurs d'immigration. Hein, c'est-à-dire que l'Allemagne, par exemple, a une population qui, en âge de travailler, décroît, hein, la population vieillit, donc ils font appel à une forte immigration turque, par exemple. Donc ils ont même ouvert des quotas pour... voilà, en France, pendant les 30 Glorieuses, on a eu aussi, on a fait appel, hein, les patrons ont fait appel à la main-d'œuvre portugaise du Maghreb pour combler les besoins de travailleurs. Parce qu'on avait perdu beaucoup de travailleurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc l'immigration est pratique parce que ça permet tout de suite d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et de les choisir. Alors que le taux de natalité, ça prend un peu de temps. Et puis il faut que les femmes veuillent faire des enfants, ce qui est plus très sûr maintenant. Hein. On a beaucoup voilà, des craintes par rapport à ça, même si la France s'en sort bien par rapport à d'autres pays d'Europe où le taux de natalité s'effondre. Voilà pour la question 24.